Marshall Tat s'essuya les mains sur le chiffon de l'atelier et regarda l'heure. Il était 4h30, un mardi, et la transmission d'une Chevrolet le combattait toujours comme une mule têtue. 17 ans à la tête de son propre atelier lui avait appris la patience avec les choses cassées. Au moins, les voitures avaient du sens. On pouvait diagnostiquer le problème, réparer ce qui devait l'être et passer à autre chose. Le téléphone sonna. Réparation auto Tat. Est-ce Marshall Tat? La voix était celle d'une femme professionnelle et prudente. Ici le docteur Patterson de Merci Général. Votre femme Lorna a eu un accident de voiture. Son état est stable, mais vous devez venir immédiatement. Marshall posa sa clé à molette. Les mots le frappèrent comme de l'eau froide, mais son esprit resta lucide. Depuis toujours. Même en Afghanistan, quand les obus tombaient si près qu'il goûtait la poussière qu'ils soulevaient. Quelle est la gravité? Elle est inconsciente. Traumatisme crânien. On fait des examens en ce moment. Je serai là dans 20 minutes. Il raccrocha et prit ses clés. Le trajet pour aller chercher Nora dura 10 minutes. Elle était assise sur le parking de l'école, son sac à dos à ses pieds, les cheveux bruns, baignés par la lumière de l'après-midi. 15 ans et déjà sur ses gardes, comme si elle s'attendait à une déception. Papa, elle monta dans le camion. Tu as l'air bizarre. Ta mère a eu un accident. On va à l'hôpital. Nora resta figée. Marshall avait déjà vu ce regard quand elle avait 8 ans et que leur chien s'était fait renverser par une voiture. La peur mêlée à autre chose. Quelque chose qui lui serra la poitrine. Vraiment? Nora sursauta. Elle est vivante. Inconsciente, mais vivante. Ils roulèrent en silence. Nora regardait par la fenêtre, les mains jointes sur les genoux. Marshall gardait les yeux fixés sur la route et essayait de ne pas penser au papier d'assurance que Lorna lui avait demandé la semaine dernière. Ce qu'elle prétendait disparu. Merci Général sentait le désinfectant et la peur. Marshall était déjà venu ici pour rendre visite aux soldats blessés à son retour. Une aile différente, la même sensation. La mort essayant de se faufiler par la porte de derrière. Point. Le docteur Patterson était plus jeune que prévu, peut-être 40 ans, avec des yeux fatigués et des mains fermes. Elle les guida à travers des couloirs blancs qui résonnaient à chaque pas. Madame Tat heurta un arbre sur l'autoroute 63. Aucun autre véhicule n'était impliqué. L'impact fut violent, mais ses constantes étaient stables. Ils s'arrêtèrent devant la chambre 314. Par la fenêtre, Marshall vit Lorna connectée à des machines qui bipaient et bourdonnaient. Son visage était pâle, un bandage enroulé autour de sa tête. Elle paraissait plus petite que d'habitude, fragile d'une manière qui le surprit. « On peut entrer ?» demanda Nora à un médecin. Patterson hocha la tête. « Soyez bref. Elle a besoin de repos. » Marshall poussa la porte. Le bruit des machines augmenta. Nora se dirigea la première vers le lit, d'un pas prudent et silencieux. Elle resta là un long moment à regarder sa mère respirer. Puis sa main rencontra celle de Marshall. Ses doigts étaient froids et tremblants. « Papa. » Sa voix n'était qu'un murmure. « Il faut courir. Une fois maman réveillée, il sera trop tard. » Marshall baissa les yeux vers sa fille. Ses yeux étaient écarquillés et désespérés, emplis d'une peur qui n'avait rien à voir avec l'accident. Son estomac se serra comme s'il avait raté une marche dans le noir. « Que veux-tu dire ?» Nora jeta un coup d'œil à la porte, puis à lui. « Je ne peux pas te le dire ici, mais il faut qu'on y aille. » Avant qu'elle ne se réveille, Marshall observa le visage de sa fille. Nora n'avait jamais été dramatique. Elle ne pleurait pas devant les films et n'inventait pas d'histoire pour attirer l'attention. Quand elle parlait, elle pensait ce qu'elle disait. « D'accord, » dit-il doucement. « Rentrons. » La maison semblait différente lorsqu'ils entrèrent. Même meuble, même tableau au mur, mais quelque chose avait changé. Marshall se servit un café tandis que Nora, assise à la table de la cuisine, tripotait sa coque de téléphone. « Parle-moi, » dit-il. Nora prit une grande inspiration. « Tu te souviens la semaine dernière, quand maman est allée voir tante Rachel ?» Marshall hocha la tête. Lorna était partie depuis 2 jours. Elle prétendait que sa sœur avait besoin d'aide pour des formalités administratives. Elle avait laissé sa tablette. Je faisais mes devoirs et mon ordinateur portable était tombé en panne, alors j'ai utilisé le sien.
Les mots de Nora arrivaient plus vite, comme si elle les retenait depuis des jours. Je ne fouinais pas, papa. Je te jure. Mais un message est apparu. Quel genre de message? D'un certain Dick Conre. Nora a sorti son téléphone et lui a montré une capture d'écran. J'ai pris des photos. Je me suis dit que j'avais peut-être tort. Marshall a lu le message. Son sang s'est glacé. J'ai hâte de te revoir. La nuit dernière a été incroyable. Bientôt, tout sera fini et nous pourrons être ensemble comme il se doit. Et ce n'est pas tout, dit Nora doucement. Elle passa à l'image suivante. Un autre message de Deacon envoyé il y a 3 jours. Combien coûte son assurance vie déjà? 500 000 $ devraient suffire pour repartir à zéro. Marshall reposa prudemment le téléphone. Ses mains voulaient trembler, mais il le força quand même. Que as-tu trouvé d'autre? Elle cherchait des avocats. Des avocats spécialisés en divorce. La voix de Nora se brisa. Et il y avait un document, comme un rapport de police, mais elle ne l'avait pas encore envoyé. C'était un brouillon. Qu'est-ce qui était écrit? Que tu l'avais frappé, que tu l'as frappé depuis des mois. Des larmes coulèrent sur les joues de Nora. Le dossier devait être classé la semaine prochaine. Et papa, il y avait des notes sur mon enlèvement, sur ta dangerosité. Marshall fixa sa fille. En Afghanistan, il avait appris à décrypter rapidement les situations, ennemies ou amicales, sûres ou mortelles. On aurait dit à la fois que sa femme, avec qui elle était depuis 17 ans, préparait son plan de destruction et que sa fille risquait tout pour le prévenir. Elle allait te faire arrêter et m'emmener, murmura Nora. Cet accident n'était pas prévu. Marshall serra sa fille dans ses bras. Elle se sentait toute petite contre lui, comme lorsqu'elle était petite et qu'elle avait peur des orages. Tu en as parlé à quelqu'un d'autre? Non, j'avais peur. Je me suis dit que j'avais peut-être tort. Ou peut-être qu'il y avait une explication. Elle se recula pour le regarder, mais ensuite, il y eut l'accident. Et quand tu as dit qu'on allait à l'hôpital, j'ai eu le sentiment que ce n'était peut-être pas un accident. L'esprit de Marshall s'emballa. Si Lorna avait prévu de porter plainte à tort, l'accident changeait tout. Elle devrait soit avancer son échéance, soit trouver une autre solution. Les 2 options étaient dangereuses. Montre-moi tout, dit-il. Nora le conduisit à l'étage, au bureau de Laura. La tablette était toujours là, branchée sur le chargeur. Marshall n'avait jamais prêté beaucoup d'attention à la vie numérique de sa femme. Elle s'occupait des factures, des réseaux sociaux, des achats en ligne. Il réparait les voitures et lui faisait confiance pour tout le reste. Cette confiance lui semblait stupide maintenant. Nora ouvrit la tablette et navigua jusqu'au message. Marshall lut des semaines de conversation entre sa femme et un homme dont il n'avait jamais entendu parler. Les messages commençaient par des commentaires assez innocents sur des plaintes au travail concernant la météo. Puis ils devinrent personnels, puis intimes, puis calculèrent que Marshall travaillait souvent tard. Une bonne couverture pour nous. La police d'assurance se renouvelle le mois prochain. Le timing est parfait. Dot. Nora est à cet âge où elle croit tout ce que je lui dis. Les enfants sont toujours du côté de maman. Marshall a tout lu 2 fois. Sa femme préparait ça depuis des mois. L'accident ne faisait pas partie de son plan, mais ça ne l'arrêterait pas. Au contraire, ça pourrait accélérer les choses. Qu'est-ce qu'on va faire? Demanda Nora. Marshall ferma la tablette et regarda sa fille. Elle était effrayée, mais elle était aussi courageuse. Plus courageuse que la plupart des adultes qu'il avait connus. On va être intelligent, dit-il, et on va gagner. Marshall n'a pas dormi de la nuit. Assis dans son atelier derrière la maison, entouré d'outils et de pièces de moteur, il a planifié les choses. Le matin, il avait une liste des mesures à prendre. Il a d'abord appelé un atelier et demandé à son directeur adjoint de gérer la situation pendant quelques jours. Urgence familiale. Puis, il s'est rendu à Radio Shack et a acheté du matériel de surveillance. Le Missouri était un État où le consentement des parties était unanime, ce qui lui permettait d'enregistrer les conversations chez lui sans enfreindre la loi. Les caméras étaient petites, sans fil et activées par le mouvement. Il en a installé une dans le salon, cachée derrière un cadre photo, une autre dans la cuisine, entre la cafetière et le mur, et une 3e dans leur chambre, positionnée de manière à capturer le lit et la commode de Laura. Le logiciel d'enregistrement des frappes était plus complexe.
Marshall n'était pas un expert en informatique, mais 17 ans d'expérience dans le diagnostic de problèmes électriques lui avaient appris à gérer les systèmes complexes des patients. Il a installé le programme sur l'ordinateur portable de Lorna alors qu'elle était encore à l'hôpital, puis a fait de même sur son téléphone lorsqu'il a été retrouvé sur les lieux de l'accident. Chaque frappe, chaque mot de passe, chaque recherche et chaque message et un fichier supprimé, il verrait tout. Ensuite, il se rendit à la banque de Lorna. Le caissier était jeune et serviable, probablement assez compétent pour contourner les règles pour un mari inquiet. « Je dois vérifier nos comptes joints. » Marshall dit, « Ma femme a eu un accident et je gère les finances pendant sa convalescence. » Le caissier afficha leurs informations. 3 comptes, comme d'habitude. Un compte d'épargne et un fonds du marché monétaire. « C'est tout ?» demanda Marshall. « Je vérifie. » Le caissier tapa autre chose. « En fait, il y a un autre compte. Il n'est pas lié aux autres, mais il indique le même numéro de sécurité sociale pour votre femme. » Le pouls de Marshall s'accéléra. « Pouvez-vous me donner des détails sur celui-ci ? » « Je suis désolé, mais vous n'êtes pas répertorié comme utilisateur autorisé sur ce compte. C'est un compte individuel, pas joint. Combien y a-t-il ? » Le caissier hésita. « Je ne devrais vraiment pas. Ma femme pourrait mourir, dit Marshall doucement. J'essaie de mettre de l'ordre dans nos affaires. C'était un mensonge, mais ça a marché. » Le caissier jeta un coup d'œil. Il se retourna, puis se pencha en avant. 47 000 $ et un virement est prévu pour vendredi prochain. Marshall sentit sa mâchoire se serrer. Vendredi prochain, c'était 2 jours après que Lorna avait prévu de déposer la fausse plainte. Le moment n'était pas une coïncidence. Quel est le montant du virement ? Tout. 47 000 $ sur un compte à Kansas City. Marshall remercia le caissier et partit. Il appela le service des renseignements et obtint le numéro de la Kansas City Bank. Il fallut 3 appels et 2 superviseurs, mais il finit par apprendre que le compte destinataire appartenait à un certain Dicon. Lorna avait transféré de l'argent en se préparant à fuir. L'accident avait interrompu son plan, mais le virement était toujours prévu. Marshall passa l'après-midi à l'hôpital. Il s'assit près du lit de Lorna, lui tenant la main, jouant les maris inquiets pour les infirmières et les médecins. Intérieurement, il se sentait comme un médecin de glace. Patterson passait pendant les visites du soir. « Du changement ?» demanda Marshall. Son activité cérébrale est normale. Elle devrait se réveiller d'ici un jour ou 2. Le médecin consulta le dossier médical de Lorna. A-t-elle ? Avez-vous subi un stress inhabituel ces derniers temps ? Parfois, un traumatisme peut déclencher des complications qu'on ne voit pas immédiatement. Marshall faillit rire. Si seulement elle savait. Rien d'extraordinaire, dit-il. Cette nuit-là, il fouilla dans les fichiers informatiques de Lorna. L'enregistreur de frappe avait tout enregistré depuis son installation, y compris ses mots de passe. Il les utilisait pour accéder à ses comptes e-mail, 3 adresses différentes dont il ignorait l'existence. Les preuves étaient accablantes. Des messages avec Dicon remontant à 6 mois. Des recherches sur les avantages militaires de Marshall. Des recherches pour prouver les violences conjugales et les lois sur la garde des enfants dans le Missouri. Mais le pire était un document intitulé « Le plan ». Marshall l'ouvrit et se sentit mal. Première étape, établir un schéma de plainte pour violence, amis, famille, collègues. Deuxième étape, transférer de l'argent sur des comptes sécurisés. Troisième étape, déposer plainte avec preuve. Quatrième étape, obtenir une ordonnance restrictive et la garde temporaire. Cinquième étape, disparaître avec Nora pendant que Marshall s'occupe des questions juridiques. Elle avait monté un dossier contre lui pendant 6 mois, semant la zizanie avec sa sœur, ses amis, et même les professeurs de Nora. Petit commentaire sur Marshall. Son tempérament, son alcoolisme, ses difficultés d'adaptation après la guerre. Que des mensonges, mais suffisamment constants pour paraître vrais. L'argent de l'assurance n'était qu'un bonus. Le véritable objectif était de prendre Nora et de détruire la vie de Marshall. Marshall a tout imprimé. Chaque message, chaque recherche, chaque relevé bancaire qu'il a pu trouver. Puis il s'est rendu au Kinko's, ouvert 24h24, et a fait des photocopies. Des preuves aussi importantes méritaient d'être vérifiées. Le lendemain matin, Marshall s'est rendu à la fourrière où la Honda de Lorna était retenue. La voiture était détruite à l'avant et enroulée autour d'un chêne comme du papier aluminium.
C'était un miracle qu'elle ait survécu. Le préposé était un homme d'un certain âge, les ongles couverts de graisse, et l'air de quelqu'un qui a vu trop d'accidents. L'expert en assurance est déjà passé en revue, a-t-il dit. Il a conclu à une erreur de conduite. Pas de panne mécanique. Ça vous dérange si j'y jette un œil? Je suis mécanicien. Je pourrais repérer quelque chose. L'expert a raté sa cible. L'homme a haussé les épaules. Fais-toi plaisir. Ne prends rien. Marshall a passé 1 heure à examiner les décombres. L'impact avait été grave. Lorna devait rouler à au moins 100 km/h lorsqu'elle a percuté l'arbre. Mais quelque chose le perturbait dans la scène. Les traces de dérapage ont commencé trop tard, comme si elle avait été distraite jusqu'au moment de l'impact. Il vérifiait sous le tableau de bord lorsque ses doigts ont trouvé quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Un petit objet rectangulaire scotché sous le siège. Il a pris un téléphone portable. Bon marché, jetable, avec un écran fissuré qui fonctionnait encore. Marshall l'a allumé. Pas d'écran de verrouillage, pas de sécurité. La liste des appels récents indiquait des dizaines de conversations avec un même numéro au cours du mois précédent. Il a reconnu le numéro grâce au relevé bancaire. Il appartenait à Dick Conreux. Les messages vocaux étaient pires que les SMS. Marshall était assis dans son camion devant la fourrière et écoutait sa femme planifier sa destruction de sa propre voix. Le rapport est prêt à être déposé. Il suffit de mettre en scène quelque chose de convaincant. S'il résiste, j'enregistre et on nettoie. La clé non plus. Les enfants croient toujours maman, surtout quand ils la voient pleurer. Et la réponse de Dickon l'encourage, la rendant plus forte. Suggestion. N'oubliez pas, vous devez avoir l'air effrayé. Vendez-vous vraiment. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Une fois ce sera fini, tout ira bien. Pensez à notre avenir. Plus besoin de vous cacher. Plus de mensonges. Le dernier message vocal datait du jour de l'accident. Lorna parlait vite, l'air nerveux. Quelque chose ne va pas, Nora se comporte bizarrement, elle pose des questions sur vous. Je pense qu'elle sait peut-être quelque chose. Il faut qu'on aille plus vite. Marshall était assis dans son camion et fixait le téléphone. Donc Nora avait effrayé sa mère d'une manière ou d'une autre. Peut-être que Lorna avait réalisé que sa tablette avait été consultée. Peut-être qu'elle sentait juste que quelque chose clochait. Quoi qu'il en soit, expliquez-lui l'accident. Lorna était distraite, inquiète, elle ne faisait pas attention à la route. Sa propre paranoïa avait sauvé Marshall d'un coup monté. Il empocha le téléphone jetable et rentra chez lui. Nora était dans la cuisine en train de faire ses devoirs quand il entra. « Tu as trouvé quelque chose ?» demanda-t-elle. Marshall lui montra le téléphone. « Ta mère et ce diacre planifiaient ça depuis des mois. Mais je pense que tu lui as fait peur. Tu l'as fait se précipiter. On fait des erreurs. Que fait-on maintenant? Maintenant, nous nous assurons qu'elle ne puisse faire de mal à personne. » Le docteur Patterson appela à 7 heures du matin. Lorna était réveillée. Marshall s'habilla lentement, méthodiquement, comme il se préparait pour les missions à l'étranger. Calme, concentré, prêt à tout. Il embrassa Nora au revoir et lui rappela d'aller directement à l'école. « Ne dis rien à personne de ce que nous avons découvert, dit-il. Pas encore. Quand le saurons-nous? Quand le moment sera venu. Le trajet jusqu'à l'hôpital lui laissa le temps de réfléchir. Lorna serait désorientée, probablement effrayée. Elle pourrait essayer de jouer la victime immédiatement ou attendre de voir ce qu'il savait. Quoi qu'il en soit, il devait être prudent. Un mot de travers pouvait tout faire capoter. La chambre 314 paraissait différente à la lumière du jour. Lumineuse et clinique, aucune ombre où se cacher. Lorna était assise dans son lit, l'air petite et fragile. Quand elle le vit, son visage s'illumina d'un soulagement qui semblait sincère. Marshall, sa voix était faible comme un orus. Dieu merci, tu es là. Il s'approcha d'elle et lui prit la main. Elle était froide et mince dans le sien. Comment te sens-tu? Perplexe. Le médecin a dit que j'avais eu un accident, mais je ne me souviens de rien. Elle lui serra les doigts. Je suis vraiment désolé. J'ai dû vous faire terriblement peur, avouait Nora. Marshall étudia son visage. Si elle mentait, elle était douée. La confusion semblait réelle, la peur sincère.
Mais il l'avait vue s'entraîner à faire des grimaces dans le miroir alors qu'elle pensait que personne ne la regardait. « Quelle est la dernière chose dont tu te souviens ?» demanda-t-il. « Mardi matin en train de préparer du café. Tu étais au garage en train de réparer la voiture de Madame Peterson. » Lorna a touché le bandage sur sa tête. Tout ce qui suit est vide. Mardi matin, c'était 3 jours avant l'accident. Si elle disait la vérité sur la perte de mémoire, elle ne se souviendrait pas d'avoir accédé à sa tablette, ni des conversations avec Deacon, ni de la paranoïa grandissante à l'idée que Nora sache quelque chose, ou qu'elle fasse semblant. « L'important, c'est que tu ailles bien, dit Marshall. Le reste reviendra. Nora va bien ? Elle doit être très inquiète. Elle va bien à l'école. Je l'amènerai cet après-midi. Ils ont discuté encore 20 minutes. Des banalités, des questions posées avec délicatesse. Marshall jouait le mari inquiet tandis que Lorna jouait la victime désemparée, aucun des deux ne montrant son jeu, tous deux recueillant des informations. À sa sortie de l'hôpital, Marshall a passé 2 coups de fil. Le premier était à son ancien chef d'escouade, Rudy Brandt. Rudy était resté dans le Missouri après la guerre et travaillait désormais comme détective privé. Il était fiable, discret et avait aidé Marshall à vérifier les antécédents de ses employés potentiels. « J'ai besoin d'un service », a dit Marshall. Impossible d'en parler au téléphone. Un café dans 1 heure. Ouais. Le deuxième appel a été plus difficile. Marshall n'avait jamais aimé les avocats. Il ne leur avait jamais fait confiance. Mais il avait besoin d'aide, et il avait besoin de quelqu'un qui ne poserait pas trop de questions, qu'il a trouvé le nom de Sandra Kim dans les pages jaunes. Son annonce était simple. Droit de la famille, garde d'enfants, défense pénale. Pas de mots compliqués, pas de promesses intenables. Marshall a apprécié cela, il a appelé son cabinet et a obtenu un rendez-vous pour l'après-midi même. Rudy le retrouva au restaurant de l'autoroute 54. La même où ils avaient pris leur petit déjeuner avant leur départ pour l'Afghanistan, 12 ans plus tôt. Rudy paraissait plus âgé, la barbe grise et les yeux ridés, mais sa poignée de main était toujours ferme. « Tu as une mine d'enfer, » dit Rudy. « Tu te sens encore plus mal que moi. » Ils s'assirent dans une banquette au fond et commandèrent un café. Marshall raconta tout à Rudy, l'accident, la découverte, les preuves qu'il avait recueillies. Rudy l'écouta sans l'interrompre, son expression s'assombrissant à chaque détail. « Mon Dieu, Marshall, c'est terrible. »« Je sais. Que attends-tu de moi ? » ?»« De l'aide pour tout documenter correctement, pour que ça tienne la route devant le tribunal. » Marshall se pencha en avant. « Je ne vais pas perdre ma fille à cause de cette femme. » Rudy hocha la tête. « Envoie-moi tout ce que tu as. Je vais organiser tout ça, vérifier les horodatages, m'assurer que la chaîne de preuves est irréprochable. Peux-tu le faire discrètement ? C'est pour ça que tu me paies. » Cet après-midi-là, Marshall emmena Nora voir sa mère. Il la cocherait en chemin pour qu'elle se comporte normalement. Ne mentionne rien de ce qu'ils ont découvert. Laisse Lorna faire les premiers pas. Nora était nerveuse mais déterminée. Elle serra sa mère dans ses bras et posa les bonnes questions. Elle joua parfaitement le rôle de la fille inquiète. Marshall observa depuis son coin, notant chaque mot, chaque expression. « Te souviens-tu de quelque chose de nouveau ?» demanda Nora. Lorna secoua la tête, toujours vide. « C'est étrange. Comme si quelqu'un avait effacé une partie de ma vie. Le médecin a dit que ça pourrait revenir lentement. » Marshall proposa. « Je l'espère. Je déteste avoir l'impression de rater quelque chose d'important. Je veux regarder entre eux. Vous semblez, je ne sais pas, différent, plus sérieux que d'habitude. » Marshall sentit son estomac se nouer, mais Nora le géra parfaitement. « On avait peur, maman. On pensait que tu allais mourir. » Les yeux de Lorna se remplirent de larmes. De vraies larmes, d'après Marshall. « Je suis vraiment désolé. Je ferai plus attention en conduisant à partir de maintenant. » Ils restèrent 1 heure de plus à discuter. Lorna s'enquit du travail, des études, de la vie normale. Elle semblait sincèrement désireuse de reprendre leur routine, comme si elle avait oublié Deacon, le plan, la destruction de la vie de Marshall. En se dirigeant ensuite vers le camion, Nora resta silencieuse. Elle semblait réelle, dit-elle finalement. Oui, c'était le cas. Tu crois que l'accident lui a vraiment fait oublier ? Marshall y réfléchit.
Un traumatisme crânien pouvait entraîner des pertes de mémoire. Il était possible que Lorna ait véritablement oublié les derniers mois, oublié Deacon, le plan et tout le reste. Mais il ne pouvait pas risquer la sécurité de Nora là-dessus. Même si elle avait oublié, les preuves étaient toujours là. Les comptes bancaires, les messages, le faux rapport de police. Il a démarré le camion. On doit supposer qu'elle fait semblant. Ce soir-là, après que Nora se soit couchée, Marshall a consulté les images de surveillance de son téléphone. Les caméras enregistraient depuis 2 jours, mais il n'y avait pas grand-chose à voir. Maison vide, routine normale. L'enregistreur de frappe était plus intéressant. Quelqu'un avait accédé à l'ordinateur portable de Lorna cet après-midi-là, pendant qu'ils étaient à l'hôpital. L'activité indiquait une connexion à sa boîte mail, la suppression de plusieurs messages et une vérification rapide de ses comptes bancaires. Marshall sauvegarda le journal et l'envoya à Rudy. Soit Lorna accédait à ses comptes à distance depuis l'hôpital, soit quelqu'un d'autre avait ses mots de passe. Son téléphone vibra, un SMS du numéro de Lorna lui parvint. « Merci d'être si compréhensive. Je t'aime. » Marshall fixa le message. Il n'avait pas encore rendu son téléphone à Laura. Il était toujours dans son camion, depuis l'accident, ce qui signifiait qu'elle avait reçu un téléphone de remplacement de l'hôpital ou que quelqu'un d'autre lui envoyait un SMS. Il appela l'hôpital et demanda à parler à Lorna. L'infirmière de nuit le connecta à sa chambre. « Salut chérie. » La voix de Lorna semblait endormie. « Tout va bien ? Je voulais juste prendre de tes nouvelles avant de te coucher. As-tu eu un nouveau téléphone aujourd'hui ? » Téléphone ? Non. Pourquoi ? J'ai pensé que tu pourrais appeler ta sœur. Dis-lui que tu vas bien. C'est gentil. Je demanderai à l'infirmière si tu peux me donner un téléphone demain. Marshall raccrocha. Lorna n'avait donc pas envoyé le SMS, ce qui signifiait que Deacon avait probablement accès à son compte téléphonique et pouvait envoyer des messages en se faisant passer pour elle. Il fit une capture d'écran du message et l'ajouta à son dossier de preuves grandissant. Le bureau de Sandra Kim se trouvait dans un centre commercial, entre un bureau des impôts et un restaurant chinois. L'accueil était propre, mais minimaliste, 2 chaises, une table basse avec des magazines démodés et un bureau où un jeune homme aux yeux fatigués répondait au téléphone. « Mademoiselle Kim va vous recevoir », dit-il après que Marshall eut attendu 10 minutes. Sandra Kim était plus jeune que Marshall ne l'avait imaginé, peut-être 35 ans, avec des cheveux noirs courts et des vêtements simples. Son bureau était petit mais bien rangé. Des livres de droit s'alignaient sur les murs et des dossiers étaient soigneusement empilés sur son bureau. « Que puis-je faire pour vous, monsieur Tate ?» Marshall s'était préparé à ce moment, avait répété ce qu'il allait dire, mais assis en face de l'avocat au regard perçant, il se surprit à commencer simplement. « Ma femme essaie de me faire accuser de violence conjugale. Elle veut prendre ma fille et disparaître. » Sandra ne s'y a pas, dites-moi tout. Marshall a passé 1 heure à exposer les preuves, les messages avec Deacon, le faux rapport de police, les comptes bancaires secrets. Sandra prenait des notes, posait des questions pointues et hochait parfois la tête d'une manière qui laissait entendre qu'elle avait déjà vu cela. « Quel âge a votre fille ? » 15 ans. Assez âgée pour que le tribunal prenne en compte ses préférences dans les décisions de garde. Sandry s'est assise. « C'est une affaire complexe, monsieur Tate. Fraude criminelle, fausse déclaration, complot. La question de la garde est presque secondaire. Qu'est-ce que cela signifie pour Nora ? Si nous pouvons prouver que votre femme a porté de fausses accusations et qu'elle envisage d'enlever votre fille, le tribunal vous accordera sans hésiter la garde d'urgence. » Sandra s'est adossée à sa chaise. « Mais nous devons être prudents dans notre façon de procéder. Votre femme n'a encore rien déposé. Si nous allons trop vite, elle pourrait prétendre que nous la harcelons pendant qu'elle se remet d'un accident traumatisant. Alors, que faisons-nous ? Nous attendons qu'elle fasse le premier. Pas documentons tout ce qu'elle fait, chaque mensonge qu'elle dit, chaque tentative de manipulation de la situation. » Sandra a ouvert un nouveau dossier. « En attendant, je préparerai les papiers pour la garde d'urgence et une ordonnance restrictive. Lorsqu'elle essaiera de mettre son plan à exécution, nous serons prêts. » Marshall quitta le cabinet de l'avocat en se sentant mieux qu'il ne l'avait été depuis des jours. Pour la première fois depuis le début, il avait l'aide d'un professionnel. Quelqu'un qui comprenait le système juridique et savait comment riposter. Ce soir-là, en rentrant, il trouva Nora en train de faire ses devoirs à la table de la cuisine. Comment était l'avocate ?
Bien. Elle pense que nous pouvons gagner. Marshall s'assit en face de sa fille, mais les choses pourraient mal tourner avant de s'améliorer. Je peux gérer les choses difficiles. Marshall regarda sa fille de 15 ans et ressentit une vague de fierté. Elle était plus forte que la plupart des adultes qu'il connaissait. Je sais que tu peux, mais si les choses tournent mal, si ta mère essaie de te monter contre moi ou de te faire choisir ton camp, j'ai déjà choisi, dit Nora doucement. Le jour où je t'ai montré ces messages, Lorna est rentrée à la maison vendredi après-midi. Marshall est venu la chercher à l'hôpital, l'a aidée à rentrer et l'a installée sur le canapé avec des oreillers et des couvertures. Elle s'est déplacée avec précaution, encore fragile après l'accident, mais son teint était plus clair. C'est bon d'être à la maison, dit-elle en regardant le salon. Tout est exactement pareil. Tu t'attendais à un changement? Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Ces derniers jours ont été un rêve. Elle lui prit la main. Merci d'avoir pris soin de tout. Je sais que ça n'a pas été facile. Marshall serra ses doigts et ne ressentit rien. Aucune chaleur, aucun lien, aucune trace de l'amour qu'il avait éprouvé pour cette femme une semaine plus tôt. C'était comme tenir la main d'un inconnu. Juste du repos. Le médecin a dit qu'il fallait y aller doucement. Nora rentra de l'école 1 heure plus tard. Elle serra doucement sa mère dans ses bras, s'enquit de son niveau de douleur, proposa de préparer le dîner, jouant la fille inquiète pendant que Marshall guettait les failles dans ses performances. Les 3 premiers jours furent normaux. Lorna dormit beaucoup, se plaignit de maux de tête, posa des questions douces sur ce qu'elle avait manqué pendant son inconscience. Marshall allait travailler chaque matin et rentrait la trouver en train de lire ou de regarder la télévision, l'air d'une femme se remettant d'un traumatisme. Mais les caméras de surveillance captèrent des choses que j'avais manquées. Lorna fouillait le bureau de Marshall pendant qu'il était au travail. Elle fouillait ses fichiers informatiques, ses papiers, ses effets personnels, à la recherche de quelque chose de précis. L'enregistreur de frappe indiquait une activité renouvelée sur son ordinateur portable. Des messages envoyés à un compte que Marshall ne reconnaissait pas. Des recherches pour savoir comment se rétablir. Des souvenirs perdus et des symptômes d'amnésie liés à un accident. Elle se préparait à quelque chose lundi soir. Marshall regardait la télévision lorsque Lorna s'assit à côté de lui. Elle était restée silencieuse toute la soirée, pensive d'une manière qui éveilla son instinct. J'ai repensé à l'accident, dit-elle en essayant de se souvenir de ce qui s'était passé. Le médecin a dit de ne pas forcer. Je sais, mais j'ai toujours l'impression qu'il y avait quelque chose d'important que je devais faire, quelque chose d'urgent. Elle se tourna vers lui. Est-ce que quelque chose a changé depuis que je suis à la maison? Avec toi, avec Nora, avec notre routine habituelle? Marshall garda une expression neutre. Différent en quoi? Je ne sais pas. Vous semblez tous les deux prudents avec moi. Comme si vous aviez peur que je me casse. Vous avez eu un grave accident. On s'inquiète pour vous. On dirait que c'est plus que ça. Lorna observa son visage. Marshall, on allait bien avant l'accident. Enfin, on avait des problèmes. C'était l'ouverture qu'elle cherchait. Marshall pouvait voir le calcul derrière son expression inquiète. La façon dont elle testait ses réactions. On va bien, dit-il. Comme toujours, parce que s'il y a eu un problème, si j'ai fait ou dit quelque chose avant l'accident, j'ai besoin de le savoir. Je ne peux pas résoudre les problèmes dont je ne me souviens pas. Marshall coupa le son de la télévision et se tourna vers elle. De quel genre de problème t'inquiètes-tu? Je ne sais pas. C'est ça qui est si frustrant. La voix de Lorna devint plus forte, plus agitée. J'ai l'impression de rater des pans entiers de ma vie. Et si je blessais quelqu'un? Et si je prenais de mauvaises décisions et que maintenant je ne m'en souviens même plus? Lorna, calme-toi. Ne me dis pas de me calmer. Elle se leva brusquement, titubant légèrement sous le mouvement brusque. Vous ne comprenez pas ce que c'est. Je vous regarde, Nora et toi, et je vois ces expressions prudentes et réservées, comme si vous attendiez toutes les deux que je fasse quelque chose de terrible. Marshall se leva aussi, gardant une voix égale. Tu es paranoïaque. Vraiment? Où est-ce que je vois enfin clair pour la première fois depuis des semaines? Lorna recula vers la cuisine, ses mouvements devenant plus erratiques. Peut-être que l'accident n'a pas effacé mes souvenirs. Peut-être m'a-t-il donné du recul. Tu n'es pas logique. Moi, je suis parfaitement logique. Tu veux que je sois confuse,
effrayée et dépendante de toi. Sa voix s'éleva jusqu'à un cri. Eh bien, je ne serai plus ta victime, Marshall. Je me souviens suffisamment pour savoir quel genre d'homme tu es vraiment. Marshall la suivit dans la cuisine, conscient qu'elle jouait la comédie. Sa voix était adressée à Carrie, ses mouvements calculés pour paraître menaçants tout en étant sur la défensive. Et quelque part dans la cuisine, il était certain qu'une caméra enregistrait tout. De quoi parles-tu? De ta façon de me regarder. De ta façon de tout contrôler dans cette maison. De la façon dont tu me fais sentir comme si je devenais folle. Lorna attrapa une tasse à café sur le comptoir et la jeta contre le mur. Elle se brisa, projetant des morceaux de céramique sur le sol. Je ne vivrai plus comme ça. Marshall ne réagit pas à la tasse du trône. Il resta calme, les mains visibles, parla d'une voix basse que les caméras cachées capteraient clairement. Lorna, tu es en train de faire une crise. Laisse-moi appeler le docteur. Ne touchez pas à ce téléphone. N'osez surtout pas. Elle s'adossa au réfrigérateur, essoufflée. Je sais ce que vous essayez de faire. Me faire croire que je suis malade. Faire croire à tout le monde que je suis instable. Personne ne pense que vous êtes instable. Menteuse. Elle hurla le mot. Son visage devint rouget. Furieux. Vous préparez ça depuis des mois, à monter Nora contre moi, à empoisonner tout le monde avec vos mensonges. Marshall jeta un coup d'œil vers l'escalier, espérant que Nora restait dans sa chambre comme ils en avaient discuté. C'était exactement ce dont Lorna avait besoin. Une scène qui lui ferait mauvaise impression à la caméra, surtout si on la coupait pour supprimer le début et la fin. Je pense que vous devriez retourner à l'hôpital, dit-il calmement. Pour que vous puissiez me faire interner? Pour que vous puissiez tout prendre pendant que je suis enfermé? Wary, mais son rire était forcé et amer. Je ne suis pas aussi stupide que vous le pensez. Elle sortit en trompe de la cuisine, ses pas résonnant dans l'escalier. Une minute plus tard, la porte de sa chambre claqua si fort que les fenêtres s'ébranlèrent. Marshall nettoya la tasse cassée et vérifiait l'application de surveillance sur son téléphone. Les 3 caméras avaient capturé le combat sous différents angles. La performance de Lorna était bonne. Elle avait l'air vraiment en détresse, vraiment peur. Mais Marshall était resté calme tout au long, n'avait jamais soulevé la voix ni fait de mouvements menaçants que si elle essayait d'utiliser ces images contre lui, cela fonctionnerait en fait en sa faveur. À l'étage, il pouvait entendre Lorna se déplacer, ouvrir et fermer les tiroirs. L'enregistreur clé lui dirait à quoi elle accédait sur son ordinateur, mais Marshall soupçonnait déjà ce qu'elle faisait, préparant la phase finale de son plan. La police est venue mercredi matin. 2 officiers, un homme et une femme, jeunes et sérieux. Marshall buvait du café quand il a vu leur voiture, s'arrêter dans l'allée. Nora, appela-t-il à l'étage. Viens ici. Elle est apparue au sommet des escaliers de ses vêtements d'école, sac à dos sur son épaule. Quand elle a vu la police par la fenêtre, son visage s'est pâle. C'est ça, elle a demandé. Ouais, tu te souviens de ce dont nous avons parlé? La sonnette a sonné. Marshall l'a ouvert avec un calme expression, jouant le mari innocent qui ne savait pas pourquoi la police pourrait être en visite. Monsieur Marshall Tate, l'officier était le milieu des années 30 avec des yeux pointus et une attitude non retenue. C'est moi. Je suis officier Reeves. C'est l'officier Patterson. Nous aimerions vous poser des questions sur une plainte qui a été déposée contre vous. Quel genre de plainte? Violence domestique. Votre femme allègue que vous avez été abusif physiquement et émotionnellement depuis plusieurs mois. Marshall recula de la porte. Aimeriez-vous entrer? En fait, nous préférerions si vous êtes venu avec nous à la station pour interrogatoire. Suis-je en état d'arrestation? Pas pour le moment, mais nous devons discuter de quelques allégations sérieuses. Marshall hocha la tête. Laissez-moi obtenir mes clés. Il se tourna vers Nora, qui se tient toujours dans les escaliers. Appelez Sandra Kim. Dites-lui ce qui se passe. Nous aurons également besoin de parler avec votre fille. L'officier Reeves a dit qu'elle avait 15 ans. Je préfère si son avocat était présent. C'est bien. Nous organiserons quelque chose à la gare. Le trajet à la police la station a donné à Marshall le temps de réfléchir. Lorna avait déménagé plus vite que prévu, probablement effrayée par leur combat lundi soir, mais elle avait également fait une erreur critique.
Elle avait déposé la plainte avant d'établir un modèle de preuve crédible, a-t-il la station. Ils l'ont mis dans une salle d'interview et l'ont laissé seul pendant 20 minutes. Procédure standard conçue pour rendre les suspects nerveux et plus susceptibles d'avouer. Marshall avait traversé de pires interrogatoires dans l'armée. Il s'assit tranquillement et attendit. L'officier Reeves est revenu avec un dossier de fichiers épais et un magnétophone. Monsieur Tate, votre femme nous a fourni des allégations inquiétantes. Elle prétend que vous l'avez frappée, la menaçant, contrôlant ses mouvements et ses finances. Ces allégations sont fausses. Elle a des preuves à l'appui de ces affirmations. Des images vidéo de vous devenant violent et abusif. Marshall se pencha en arrière sur sa chaise. J'aime voir ces images. L'officier Reeves a ouvert le dossier et a retiré des captures d'écran imprimées de la vidéo. Ils ont montré Marshall et Lorna dans la cuisine, tous deux en colère et agités. Dans les images, Marshall semblait avancer sur Lorna pendant qu'elle reculait dans la peur. Cela a été pris lundi soir. L'officier Reeves a déclaré. Votre femme dit que cela est typique de votre comportement envers elle. C'est intéressant. Dit calmement Marshall. Puis-je voir la vidéo complète? Excusez-moi. Les captures d'écran montrent peut-être 5 secondes d'une conversation de 10 minutes. J'aimerais voir les images complètes. L'officier Reeves fronça les sourcils. Pourquoi est-ce important? Parce que la vidéo complète montre ce qui s'est réellement passé, et je peux le prouver. Marshall a sorti son téléphone et a ouvert une application de surveillance. J'ai des caméras de sécurité dans ma maison. Légales au Missouri avec un consentement d'une partie. Ils ont enregistré tout l'incident. Il a tourné le téléphone pour que l'officier Reeves puisse voir l'écran. L'horodatage a montré le lundi soir à 20h47. La vidéo a commencé avec Lorna assis calmement sur le canapé, puis l'a montré commençant délibérément une dispute, jetant une tasse de café et criant des accusations tandis que Marshall restait calme tout au long. Votre femme a organisé toute cette scène. Marshall a déclaré qu'elle se produisait pour la caméra qu'elle avait plantée, essayant de créer des preuves pour une fausse affirmation d'abus. L'officier Reeves a regardé à l'écran du téléphone. Tu dis qu'elle a installé ceci? Je dis qu'elle prévoyait de m'encadrer depuis des mois, et je peux le prouver aussi. Marshall a sorti le dossier que Rudy avait préparé. Dossier bancaire montrant les comptes secrets de Lorna. Messages imprimés entre elle et Diacre. Le projet de rapport de police qu'elle avait écrit avant que les abus ne se produisent. C'est le rapport de police que votre femme a déposé aujourd'hui, a-t-il déclaré, montrant une copie de l'officier. Et c'est le même rapport qu'elle a écrit il y a 3 semaines avant que l'incident qu'elle signale n'a jamais eu lieu. L'officier Reeves a comparé les documents. La langue était identique à des détails spécifiques sur les blessures qui soient censées avoir eu lieu lundi soir. Elle a écrit ce rapport avant que les abus ne se produisent. Demanda l'officier Reeves. Elle l'a écrit dans le cadre d'un plan pour m'appamer pour la violence domestique, prendre ma fille et disparaître avec son petit ami. Marshall a réparti plus de preuves sur la table. Les dossiers bancaires montrent qu'elle a déménagé de l'argent sur des comptes secrets. Les messages la montrent discuter de ma police d'assurance vie avec un homme nommé Dicon. Et le projet de rapport prouve qu'elle prévoyait de porter plainte peu importe ce qui s'est réellement passé. L'officier Reeves a étudié les preuves de plusieurs minutes. Puis elle a quitté la pièce et est revenue avec un superviseur, un homme grisonnant avec le look fatigué de quelqu'un qui avait vu toutes sortes de laits humains. Monsieur Tate, ce sont de sérieuses allégations que vous faites contre votre femme. Ce ne sont pas des allégations. Ce sont des faits. Faits documentés, orodomagistes et vérifiables. Le superviseur a tout examiné. Les images de surveillance, les messages, les dossiers de la banque, les rapports de police identiques. Après 30 minutes, il a posé les papiers et a regardé Marshall. Votre femme a peut-être commis plusieurs crimes ici, déposant un faux rapport de police, tentative de fraude, complot. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous enquêtons sur votre femme au lieu de vous. Ils ont libéré Marshall 1 heure plus tard. L'officier Reeves s'est effectivement excusé, disant qu'il devait suivre tous les rapports de violence domestique, mais que les preuves ont clairement montré que Lorna avait menti. Marshall est rentré chez lui pour trouver Nora qui attend dans la cuisine avec Sandra Kim. Comment ça s'est passé? Demanda Sandra. Lorna a déposé le faux rapport. La police a compris assez rapidement qu'elle mentait. Marshall s'assit à la table. Que arrive-t-il maintenant? S'ils peuvent vérifier tous vos éléments de preuve,
elle sera arrêtée. Déposer un faux rapport de police est un crime au Missouri. Combiné avec une fraude et des accusations de complot, elle envisage une séance de prison grave. Et Nora, une audience de garde d'urgence demain matin. Étant donné ce qui s'est passé tout cela, réparti sur son bureau et un coussin légal couvert de notes. Le bureau du procureur a déposé des accusations, a-t-elle déclaré sans préambule. Votre femme fait face à 4 chefs d'accusation de crime. Elle a lu les documents juridiques, a tenté de fraude à l'assurance, déposant un faux rapport de police, une mise en danger des enfants et un complot pour frauder. Qu'est-ce que cela signifie en termes de délai de prison? Potentiellement 14 ans. Surréal. Possession avec intention de distribuer. Il regarde 5 à 10 ans. Va-t-il coopérer? Souriger de manière excessive. Surpris si cela est en train de procéder à un procès. Aller au travail, les enfants qui jouent dans des yards, les familles dîner ensemble. Aucun d'entre eux ne sachant à quel point ils seraient proches de tout perdre. Et Nora? L'audience de garde est la semaine prochaine. Formalité à ce stade. Le tribunal vous accordera la garde permanente. Votre femme n'aura aucun droit de visite pendant que l'affaire pénale est en attente. Et après que si elle sort de prison finalement, nous traverserons ce pont lorsque nous y arriverons. Mais étant donné ce qu'elle a essayé de vous faire et Nora, Sandra secoua la tête. Je ne peux pas imaginer aucun juge qui lui ait accordé un accès sans surveillance à votre fille. Marshall a quitté le bureau de l'avocat en se sentant plus léger qu'il ne l'avait fait depuis des semaines. Pas content. Exactement. Il y avait trop de trahison et de colère pour le bonheur, mais soulagé. Le danger immédiat était terminé. Nora était en sécurité. La vérité avait gagné. Pour l'instant, le tribunal était plus petit que Marshall s'attendait. Avec des boiseries, des lampes fluorescentes et le type de meubles institutionnels qui suggéraient l'efficacité du confort. Le juge Martinez était une femme dans la cinquantaine avec les cheveux gris et le comportement non insens de quelqu'un qui j'ai passé des années à gérer les litiges familiaux. Marshall était assis à une table avec Sandra Kim. De l'autre côté de l'allée, le défenseur public de Lorna était assis seul. Lorna était toujours en prison, a refusé la mise en liberté sous caution en raison du risque de vol. Votre honneur, Sander a commencé, nous recherchons la garde permanente de Norat pour son père, Marshall Tate. La mère de l'enfant a été arrêtée pour plusieurs accusations de crimes liés à la tentative de fraude et à la dépôt de faux rapports. Le juge Martinez a examiné les dossiers devant elle. J'ai lu les rapports de police et les preuves soumises par les deux parties. Il s'agit d'un cas inhabituel. Elle leva les yeux vers Marshall. Monsieur Tate, comprenez-vous que la garde permanente signifie que vous serez seul responsable de toutes les décisions concernant le bien-être de votre fille? Médical, éducatif, financier? Oui, votre honneur. Et Nora, tu as 15 ans. Nora se leva. Elle s'habilla soigneusement pour un pantalon foncé sur le terrain, un chemisier blanc, les cheveux tirés soigneusement. Oui, madame. Comprenez-vous ce qui se passe ici aujourd'hui? Ma mère a essayé de cadrer mon père pour abus afin qu'elle puisse m'emmener et voler son argent. Maintenant elle est en prison et mon père veut s'assurer que je suis en sécurité. Le juge Martinez cligna des yeux à la réponse directe. Et comment pensez-vous de vivre avec votre père? Je veux rester avec lui. Il ne m'a jamais fait de mal ou m'a menti. La voix de Nora était claire et stable. Ma mère a fait les deux. Avez-vous été entraîné sur quoi dire aujourd'hui? Non, madame. Mon père m'a dit de dire la vérité, et c'est ce que je fais. La juge Martinez a pris des notes sur son tampon juridique. Elle s'est ensuite adressée au défenseur public. Votre client souhaite-t-il contester cette pétition de garde? L'avocat s'est levé. Votre honneur, mon client maintient son innocence sur toutes les accusations criminelles. Cependant, étant donné son incarcération actuelle et le procès en attente, elle n'est pas en mesure de fournir des soins à sa fille à cette époque. Alors, vous ne contestez pas le changement de garde? Pas à ce moment. Non. Le juge Martinez a hoché la tête. Très bien. Compte tenu des preuves présentées et des circonstances actuelles, j'accorde la garde permanente de Norat à son père, Marshall Tate. Elle a regardé directement Marshall. Monsieur Tate, cette cour s'attend à ce que vous agissiez dans le meilleur intérêt de votre fille à tout moment. Cela comprend la facilitation du contact approprié avec sa mère quand et si un tel contact devient légalement autorisé. Je comprends, votre honneur.
Le tribunal recommande également de conseiller Nora pour l'aider à traiter les récents événements traumatisants déjà organisés. Votre honneur, le juge Martinez a signé l'ordonnance de garde et l'a remis au greffier. Cette audience est conclue. À l'extérieur du palais de justice, Marshall et Nora se sont assis dans son camion pendant quelques minutes sans parler. La bataille de la garde était terminée, mais les conséquences émotionnelles ne faisaient que commencer. « Comment vous sentez-vous » demanda Marshall. « Bizarre. Comme quelque chose qui aurait dû être heureux se sent simplement vide. » Marshall a compris qu'il n'y avait aucune joie à gagner une lutte contre la garde contre la mère de sa fille. Aucune satisfaction à voir un mariage détruit par des mensonges et une trahison. Juste le soulagement que le danger immédiat était terminé. Vous avez fait le bien. Papa, tu penses que maman nous aimait vraiment avant tout ça? C'était la question que Marshall redoutait. Comment expliquez-vous à un enfant de 15 ans que sa mère avait été disposée à détruire à la fois sa vie pour de l'argent et une nouvelle relation? Je pense qu'elle aimait l'idée de nous, dit-il enfin. La famille que nous avons représentée, la vie que nous lui avons donnée, mais quand elle a décidé qu'elle voulait quelque chose de différent, elle était prête à nous blesser pour l'obtenir. Ce n'est pas de l'amour. Non, ce n'est pas le cas. Le procès a commencé par un mardi froid de mars. Marshall avait dépassé le palais de justice des dizaines de fois au fil des ans, mais il n'avait jamais été à l'intérieur avant l'audience de garde. Maintenant, il passait ses matins en regardant sa femme de 17 ans se défendre contre des accusations qui pourraient l'envoyer en prison pendant plus d'une décennie. L'accusation était approfondie et méthodique. Ils ont présenté les preuves par pièces par les messages avec diacre, les comptes bancaires secrètes, les rapports de police, les images de surveillance. Chaque élément de preuve était un autre clou dans le cercueil de Laura. Le diacre a témoigné le deuxième jour. Il avait l'air plus petit en personne que Marshall ne l'avait imaginé avec des cheveux éclaircissants et le teint pâle de quelqu'un qui a passé trop de temps à l'intérieur. Son témoignage était dévastateur. Elle m'a contacté en premier, a-t-il dit depuis le stand des témoins. A dit qu'elle était piégée dans un mariage abusif et avait besoin d'aide pour sortir. L'avez-vous cru? Le procureur a d'abord demandé au début, mais elle a ensuite commencé à parler de l'argent de l'assurance et à sortir l'enfant de l'État. Il est devenu clair que ce n'était pas une question de violence. C'était une question d'argent. Madame Tate a-t-elle déjà exprimé des remords à propos de mentir sur son mari? Jamais. Elle a dit qu'il méritait tout ce qui lui était arrivé pour être assez stupide pour lui faire confiance. Marshall a regardé le visage de Laura lors du témoignage de Deacon. Elle s'est assise entre ses avocats portant une robe bleue conservatrice et un maquillage minimal. Son expression n'a jamais changé, n'a jamais montré de colère, de chagrin ou de regret. Elle avait l'air de regarder le procès de quelqu'un d'autre. Point. Le troisième jour, l'accusation a joué les messages vocaux du téléphone burner. Le jury a entendu la voix de Lorna discuter de la façon de mettre en scène des scènes d'abus, comment manipuler Nora, comment disparaître avec l'argent de l'assurance. S'il résiste, j'ai atteint un record et nous le rendons propre. Sa voix résonna dans la salle d'audience. Marshall a témoigné le quatrième jour. Le procureur l'a parcouru le calendrier, l'accident, la découverte, l'enquête. Marshall a gardé ses réponses courtes et factuelles, laissant les preuves parler de elles-mêmes. Monsieur Tate. Le procureur a dit, comment vous avez-vous ressenti lorsque vous avez réalisé que votre femme prévoyait de vous encadrer pour abus? Marshall regarda le jury. 12 personnes ordinaires qui décideraient du sort de Lorna. Trahi, dit-il simplement, et effrayé pour ma fille. La défense de Lorna était faible. Ses avocats ont tenté de faire valoir que la blessure à la tête de l'accident avait affecté son jugement, qu'elle avait été manipulée par Deacon, qu'elle n'avait jamais eu l'intention de poursuivre le plan. Mais les preuves étaient écrasantes. Les messages, les enregistrements de la banque, le calendrier, tout indiquait un complot de temps calculé pour détruire Marshall et enlever Nora. Le jury a délibéré pendant 3 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. L'audience de détermination de la peine était prévue 2 semaines plus tard. Marshall n'avait pas prévu d'y assister. Il avait vu suffisamment de salles d'audience et d'avocats et de procédures judiciaires. Mais Sandra Kim l'a convaincu qu'il serait important pour Nora de voir le processus terminé. Close, elle l'a appelé. Le juge Williams était différent du juge de garde plus âgé, plus formel, avec la gravité de quelqu'un qui avait passé des décennies à peser des échecs humains.
La salle d'audience était plus complète cette fois avec des journalistes et des demandeurs de curiosités dessinés par la nature inhabituelle de l'affaire. Lorna portait la même robe bleue. Elle avait l'air plus mince qu'elle ne l'avait fait pendant le procès et plus. La prison la vieillissait d'une manière que le stress du complot n'a jamais eu. Le procureur a recommandé la peine maximale de 14 ans. Ce n'était pas un crime de passion ou de désespoir. Il a dit qu'il s'agissait d'une tentative délibérée calculée de détruire un homme innocent et de traumatiser un enfant à des fins financières. L'avocat de Lorna a demandé la clémence, citant son dossier propre et le traumatisme crânien de l'accident, mais c'était un argument faible et tout le monde dans la salle d'audience le savait. Le juge Williams a lu la peine sans émotion. 14 ans de prison d'État avec possibilité de libération conditionnelle après 7 ans. Marshall ne ressentait rien, aucune satisfaction, aucune justification, aucun soulagement, juste le vide où 17 ans de mariage étaient faits. Une semaine plus tard, il a reçu un appel de la prison. Lorna voulait le voir. Marshall a presque dit non. Il n'avait aucune envie de voir son ex-femme, aucun intérêt pour tout ce qu'elle pourrait vouloir dire. Mais quelque chose l'a fait reconsidérer. Peut-être la curiosité, peut-être le besoin d'une véritable fermeture. La salle de visite de la prison d'État était exactement ce à quoi il s'attendait. Chaises en plastique, lumière fluorescente, garde qui regarde depuis les coins. Lorna était déjà assise à son arrivée, portant des gommages orange et pas de maquillage. Elle ressemblait à un étranger. « Merci d'être venu », a-t-elle dit quand il s'est assis en face d'elle. Marshall n'a pas répondu. Il venait écouter, pour ne pas faire de conversation. Je voulais expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Marshall, s'il vous plaît. J'ai besoin que vous compreniez. Je comprends parfaitement. La voix de Marshall était calme et froide. Vous avez enterré votre âme de l'argent et du contrôle. Cette fille mérite mieux qu'un serpent dans sa vie. Le sang-froid de Lorna a craqué. C'est ma fille aussi. Plus maintenant. Vous avez abandonné ce droit lorsque vous avez décidé de l'utiliser comme arme. L'accident a tout changé. J'étais confus, effrayé. L'accident n'a rien changé. Vous planifiez cela depuis des mois avant de frapper cet arbre. Marshall se leva. Vous avez fait vos choix. Vivez maintenant avec lui. Il se dirigea vers la porte sans. Regardez en arrière. Marshall, attendez. Il s'est arrêté mais ne s'est pas retourné. Voulez-vous dire à Nora que je l'aime? Marshall jeta un coup d'œil à la femme qui avait partagé son lit pendant 17 ans, qui avait donné naissance à sa fille, qui a essayé de les détruire tous les deux pour 30 pièces d'argent. Non, a-t-il dit. Je ne le ferai pas. Un an plus tard, Marshall travaillait tard dans sa boutique lorsque Nora lui a apporté le dîner. Elle avait commencé à faire cela les soirs quand il a perdu la trace du temps qui se présente avec des sandwichs ou des restes de tout ce qu'elle avait cuit pour elle-même. Merci, a-t-il dit, essuyant ses mains avant de prendre l'assiette. La Honda de Madame Chin réalise à nouveau ce son, a déclaré Nora, s'installant sur la chaise par son établissement. Je vais le regarder demain. A probablement besoin de nouveaux plaquettes de frein. Ils ont mangé dans un silence confortable. La boutique était paisible la nuit avec juste les deux et une odeur familière d'huile moteur et de métal. Marshall avait toujours fait de sa réflexion ici, entouré d'outils et de problèmes qui avaient des solutions logiques. Comment était la thérapie aujourd'hui? Il a demandé. Bon. Le docteur Williams pense que je progresse. Nora a terminé son sandwich et a froissé le râpeur. Elle veut savoir si vous seriez prêt à faire une session ensemble. Quel genre de session? Parlez juste de la façon dont nous faisons tous les deux, comment nous gérons tout. Nora le regarda attentivement. Je lui ai dit que je demanderais, mais que vous ne voudriez probablement pas le faire. Marshall le considérait. Il avait résisté à la thérapie pour lui-même, préférant faire face aux choses en privé, mais si cela aidait Nora à l'installer, il a dit, vraiment? Nora sourit. La première expression vraiment heureuse qu'il avait vue d'elle depuis des mois. Merci, papa. Plus tard dans la soirée, après que Nora s'est couchée, Marshall a traversé leur maison tranquille. C'était différent maintenant. Plus propre en quelque sorte, comme un poids avait été levé. Il avait jeté la plupart des effets personnels de Lorna. Repeint la chambre, réorganisé les meubles, ce qui en fait l'espace au lieu de la leur à moi dans son bureau à domicile. Un coup de papier encadré était assis sur son bureau. Mère a condamné à 14 ans un terrain d'assurance impliquant une famille.
Marshall ne l'avait pas gardé comme un trophée, mais comme un rappel que les gens n'étaient pas toujours ce qu'ils semblaient. Cette confiance devait être gagnée, non donnée. Que protéger les personnes que vous aimiez signifiait parfois faire des choix difficiles. Il a éteint les lumières et vérifié les serrures. Vieilles habitudes d'un autre type de guerre. À l'étage, il pouvait entendre Nora parler tranquillement au téléphone avec l'un de ses amis. Conversation normale des adolescents sur l'école, les garçons et les plans de week-end. Le son d'une vie revenant à la normale. Marshall en avait un. Pas avec la violence ou la vengeance, mais avec patience et préparation et la simple vérité. Lorna était partie, enfermée pour les années à venir. Nora était en sécurité, prospérant en thérapie et en école, construisant le genre d'avenir qu'elle méritait. Ce n'était pas la fin de Marshall s'attendait à ce qu'il a épousé Lorna il y a 17 ans. Mais c'était la fin dont sa fille avait besoin et c'était.